Surprise à Vichy pour les 15 000 spectateurs venus assister à l'inauguration du nouveau et magnifique plan d'eau de l'Allier, le premier championnat du monde de cerf-volant humain. Un sport qui, bien entendu, nous arrive tout droit des plages de Floride et de Californie. Rien de plus facile et d'abord le décollage. Tirés à 75 km/h par un canot automobile, les champions planent à 40 mètres au-dessus de l'eau. Une main, l'autre, on descend, et l'on repart. Rien de plus facile, du moins pour ces champions. Autour maintenant du Hollandais Jurgens. Avec Jurgens, ce n'est plus tout à fait du cerf-volant, c'est aussi du trapèze. Mais que dire alors de Thomas John? Ce Vénézuélien n'a lui même plus besoin de ski. D'ailleurs, son cerf-volant tient déjà du parachute. Mission terminée, un sport qui devrait faire fureur l'an prochain sur la Côte d'Azur. À Vichy également, 37e championnat de France de boules, tous les spécialistes français du cochonnet étaient fidèles au rendez-vous. Ici, la finale du championnat catégorie honneur. Un beau coup au but du pointeur. Partie acharnée également en Coupe des Jeunes. Ces champions de demain ne s'en laissent déjà pas compter. On discute, on palabre, on mesure comme des vétérans. Finalement, l'honneur de Lyon, berceau de la boule, était sauf. Les Lyonnais raflaient 2 titres sur 3. Annoncée, protégée, canalisée par les autorités fédérales, la Grande Marche des Noirs sur Washington a réuni quelques 200 000 manifestants. Cette marche, entreprise pour réclamer l'égalité des droits entre blancs et noirs aux États-Unis, fera-t-elle de cette journée une date historique ? Car on n'ignore pas que le président Kennedy a mis au premier plan de son programme l'abolition de toute ségrégation. Cette manifestation monstre, où l'ordre a toujours été sauvegardé, a démontré de la façon la plus spectaculaire l'importance et l'urgence d'une solution au problème noir qui agite les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, à Lisbonne, une autre manifestation réunissait sur la place du commerce 250 000 personnes où se retrouvaient les délégations des provinces d'outre-mer. Le Portugal, en effet, considère non comme colonie mais comme province et partie du territoire national les territoires tels que l'Angola et le Mozambique qu'il occupe depuis le début du XVIe siècle. Cette foule était là pour donner son adhésion à la détermination du président Salazar de défendre à tout prix l'intégrité nationale. Cette détermination, a-t-il dit, doit être interprétée partout comme l'affirmation manifeste et courageuse de notre volonté de vivre. En application du traité franco-allemand, on a vu à Sarrebourg une compagnie de grenadiers allemands venir s'insérer à la place d'une compagnie française dans un régiment de chasseurs portés, cantonné à Sarrebourg, près de Trèves. Il ne semble pas que cette intégration ait posé de véritables problèmes. L'apprentissage d'un matériel nouveau ne crée pas de très grosses difficultés à des techniciens, et les 130 Allemands ont très rapidement pris leur place sans à-coups dans leur nouvelle unité. Ainsi, les manœuvres de chars qui utilisent le nouveau char français AMX de 30 tonnes verront côte à côte dans les mêmes groupes allemands et français. Parallèlement, une compagnie de chars français a été intégrée pour 3 semaines à une Panzerdivision à Koblenz. C'est sans la moindre gêne que les Français ont pris possession de leur cantonnement et dans la meilleure humeur que se sont déroulées de part et d'autre les prises de contact. Ainsi peut-on dire que ces opérations d'échange militaire sont réussies.
Que ces jeunes gens séparés hier par 150 ans d'histoire puissent retrouver à la fois le sens de l'amitié et de la coopération, c'est un fait plein de promesses qui contient en germe la meilleure part peut-être de l'avenir européen. À Genève, où fut fondée la Croix-Rouge, des délégations internationales se sont recueillies devant le monument élevé à la mémoire d'Henri Dunant. Henri Dunant qui, avec 4 autres Genevois, lançait voici 100 ans son mémorandum aux hommes de bonne volonté. À travers la ville, un cortège qui groupait plus de 1500 participants, représentant une centaine de pays, devait donner tout l'éclat qu'elle méritait à cette commémoration du centenaire de la Croix-Rouge internationale. Le centenaire d'une idée généreuse qui a fait son chemin parmi les hommes. C'est un jour de deuil pour l'art universel comme pour la peinture française. Georges Braque est mort dans sa petite maison parisienne où il vécut ses derniers mois. Braque restera l'un des moments les plus considérables de l'art moderne. Et il est permis d'affirmer que, sans lui et sans Picasso, le mouvement cubiste n'aurait pas été ce qu'il fut, une révolution réussie. L'expérience qu'il entreprit aux environs de 1910 et qui devait porter le nom de cubisme allait en effet bouleverser les conceptions artistiques dans le monde entier. C'est de cette expérience que devait sortir une esthétique qui est aujourd'hui la base même de l'art contemporain sous toutes ses formes. Tout entière livrée à son art, sans compromission ni réserve, la vie de Georges Braque devait connaître avec l'admiration universelle les consécrations les plus officielles. Et ce n'est certainement pas la moindre qu'il lui ait été donné un jour comme support à son talent, l'un des plafonds du Louvre. Qui eût pensé que les chats américains auraient un rôle à jouer dans la balance économique française? C'est pourtant ce qui se passe depuis qu'une usine de la région d'Angers fabrique à leur intention des souris en tissu bourrées d'herbe à chat. Sous l'œil flegmatique d'un matou angevin, plus d'1 million de ces souris factices sont ici confectionnées chaque année pour être exportées aux USA. Il est juste de préciser que les chiens américains font aussi travailler cette nouvelle industrie française de gadgets pour animaux. Pour eux, on a mis au point en guise d'os à moelle des bâtonnets à base de chewing-gum dont ils raffolent. Apparemment, les chiens et les chats d'Amérique s'ennuyaient. Ils peuvent désormais meubler agréablement leurs loisirs pour la plus grande prospérité d'une usine angevine. Ce qui tendrait à prouver, comme disait le Pangloss de Voltaire, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Un souverain de 29 ans est arrivé en visite à Paris. Une visite privée qui doit cependant comporter des conversations à l'Élysée. Pour Hussein de Jordanie, que l'on a surnommé l'homme le plus menacé du monde, cette visite prend un peu l'allure de vacances. Rarement, en effet, la situation de son royaume au cœur d'un Moyen-Orient en effervescence lui laisse le loisir de quitter Amman, sa capitale. Bâti sur l'ancienne Philadelphie romaine, dont il subsiste les restes d'un théâtre antique, Amman n'a pris son essor qu'avec la création du royaume de Jordanie il n'y a pas si longtemps de cela, puisque cette nation naquit en 1946. Alors, la ville ne comptait que 35 000 habitants. Aujourd'hui, Amman ne compte pas loin de 500 000 habitants, le quart de la population d'un pays de 80 000 km² où le désert domine. Cette capitale, qui a gardé, malgré son développement rapide, l'aspect d'un gros bourg, traduit une volonté de modernisation sans tapage. Dans son palais d'Amman, le roi Hussein ne nous a pas dit autre chose. Nous sommes peut-être un petit pays, mais notre seul but est d'améliorer les conditions de vie de notre peuple, a-t-il expliqué avant d'adresser un salut à la France. Je voudrais bien envoyer à travers l'actualité française mes amitiés très cordiales à la grande nation française. Il reste que la géographie dispose, et les soucis du roi Hussein suivent le tracé des frontières jordaniennes. La frontière avec Israël fait de la Jordanie la gardienne d'une partie des lieux saints, ceux sans doute qui sont le plus chers au monde chrétien. Le mont des Oliviers, où depuis 2 millénaires vit toujours le souvenir de la méditation du Christ.
Et puis la vieille Jérusalem, celle où chaque année des milliers de pèlerins viennent refaire de ruelle en ruelle, de marche en marche, le chemin que suivit Jésus portant sa croix. C'est aussi dans la Jérusalem jordanienne que s'élève la mosquée d'Omar, à la place même où avait été bâti le temple du roi Salomon. Et aussi que s'élève le mur des Lamentations. Pèlerinage déserté par les Juifs depuis 1948, date de l'armistice avec Israël. Car depuis cette époque, un mur infranchissable coupe la ville sainte. Mur infranchissable aux Israéliens, dans lequel pourtant reste ouvert le seul passage entre l'État d'Israël et le monde arabe. Encore ne franchit-on cette porte que dans un sens, exception faite des voitures des Nations Unies. Et le No Man's Land est là pour rappeler que l'armistice n'est pas la paix. Depuis 1948, la célèbre Légion arabe n'a pas cessé de poursuivre un entraînement intensif. Ces soldats rudes sont maintenant les plus sûrs garants du trône. Et les 40 000 bédouins du désert qui composent cette armée, acquis pour la parade aux cornemuses écossaises, expliquent ce qu'on a appelé le miracle jordanien. Entre Israël, cerné par le Moyen-Orient arabe, et les États frères bouleversés par le bouillonnement révolutionnaire, la Jordanie tient en effet une sorte d'équilibre difficile et ténu. Et cet équilibre repose sur la Légion arabe. Le professeur Calmette aurait 100 ans aujourd'hui. C'est lui qui, avec Guérin, donna à l'humanité cette arme préventive tant attendue contre la tuberculose, le BCG. On devrait maintenant être à l'abri du fléau, et pourtant... Craignez-vous la tuberculose? Non. Non, monsieur, mais c'est à tort, je crois. Êtes-vous vacciné contre la tuberculose? Non. Je ne suis pas vacciné, mais j'ai fait vacciner mes enfants, par contre. Les faits sont éloquents. Faute de vaccination, des individus et des individus jeunes sont atteints au point qu'au pays de Calmette, la tuberculose tue 6 fois plus qu'au Danemark où le BCG est généralisé depuis longtemps. Dans les villes surtout, le refus de certains malades adultes d'aller en sanatorium a même accru les risques de contamination tuberculeuse auxquels les enfants sont particulièrement exposés. Il importe d'assurer à ces derniers, sans exception, la protection du BCG, une simple formalité en vérité. Mais cet acte banal, pratiqué dès le plus jeune âge, préserve les enfants d'affections graves, comme la méningite tuberculeuse. Aucun incident sérieux ne risque de résulter de cette méthode. En effet, les millions de vaccinations réalisées dans le monde, à tous les âges, se sont révélées d'une extrême efficacité, 99% de succès. On en contrôle du reste aisément le résultat par la QT réaction qui, renouvelée d'année en année, permet de s'assurer que le sujet est toujours protégé. En 1963, on ne devrait plus pouvoir se priver de cette assurance sur l'avenir, le BCG. Ancien président du Conseil, député de la Moselle de 1919 à 1962, Robert Schuman est mort. La présence de 5 anciens chefs de gouvernement dans le très long cortège qui, à Metz, l'a accompagné à son dernier voyage, celle de M. Louis Jox représentant le gouvernement, celle de nombreuses délégations françaises et étrangères ont souligné la personnalité de celui qui vient de disparaître et dont la signature en 1951 fit naître le pool charbon-acier, première base de cet édifice européen qu'il avait voulu de toutes ses forces et auquel, Lorrain né au Luxembourg, il n'avait jamais cessé de travailler. Le démembrement de l'Europe est une cause permanente et croissante de faiblesse dans tous les domaines politiques, économiques, militaires. La mise en commun organique de nos ressources serait au contraire une garantie de prospérité, de puissance et de paix. En 1953 commençait à couler le premier acier qu'on pouvait bien nommer européen, puisqu'il n'existait plus pour lui de frontières. Depuis, l'unité de l'Europe a fait son chemin. La disparition des barrières douanières est en route dans le cadre du marché commun, qui s'est ajouté avec l'Euratom au pool charbon-acier pour constituer un marché de plus de 160 millions d'Européens. En 1958, Robert Schuman recevait à Aix-la-Chapelle le prix Charlemagne, qui apportait une juste consécration à l'œuvre à laquelle il s'était voué. Avec cet homme simple, c'est en effet un grand Européen qui s'en va, l'un des pères véritablement de l'Europe.
Son papa lui avait demandé de reprendre les titres européens du 100 et 200 mètres d'eau et Christine Caron est une fille obéissante. Dans sa tentative contre le record à la piscine Georges Valeret, elle virait au 100 mètres dans l'excellent temps de 1 minute 13 secondes. Dans la troisième longueur, elle laissait loin derrière elle les autres nageuses et, sans forcer, se donnant même le luxe de ralentir sa cadence, elle touchait en fin de course le mur en 2 minutes 32 secondes 1 dixième, battant ainsi de 2 dixièmes le record d'Europe, tant au-dessous de ses possibilités. Aussi, son entraîneur lui a-t-il promis une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Finale des championnats du monde de ski nautique à Vichy. Dans le slalom féminin, l'américaine Janet Brown remporte une facile victoire, la française Dany Duflo, favorite mais blessée, n'ayant pu défendre ses chances. Mais avec Guyondal, la France remportait une belle victoire dans les figures. Cette jeune fille de 15 ans, pour son entrée dans l'équipe nationale, connaît du même coup la consécration. Ces championnats d'ailleurs se déroulent sous le signe de la très nouvelle vague. L'Américain Spencer n'a pas plus de 14 ans. L'année dernière, champion des juniors, aujourd'hui champion du monde des figures. Il se donnait même le luxe, le lendemain, de remporter le titre du slalom. Sourire aux lèvres, lancé à 60 km à l'heure, il passait 6 bouées et ne ratait la dernière que de quelques centimètres. Du très grand art. En saut, le Suisse Claire, qui avait fait 42,70 mètres à l'entraînement, tombait. Et l'Américain Jackson remportait l'épreuve avec un impeccable vol plané de 40 mètres. Et dans le défilé final, Spencer et Guyondal, 29 ans à eux deux, symbolisaient la victoire des États-Unis et de la France. Pour la 15e fois en 5 ans, le général de Gaulle a rencontré le chancelier Adenauer, qu'il était venu accueillir à l'aérodrome de Villacoublay. Les deux hommes d'État ont passé le week-end au château de Rambouillet, un week-end qui devait être un week-end d'adieu puisque le chancelier abandonne le gouvernement de l'Allemagne fédérale. Mais les deux artisans de la réconciliation franco-allemande ont décidé de garder le contact. Des adieux beaucoup moins définitifs ont été échangés entre parents et enfants à l'école de Ben Eden, près de Londres. Et on pouvait voir notamment le roi Hussein de Jordanie faire ses dernières recommandations à sa fille. Mais la plus célèbre de ces jeunes étudiantes était la princesse Anne, que sa mère était venue accompagner. La reine Elisabeth avait tenu à conduire elle-même sa fille au collège. Une première année de pensionnat pour Anne, dont l'éducation avait été faite jusqu'à présent au palais de Buckingham. Les grands couturiers ont prévu un hiver rigoureux et les femmes seront emmitouflées des pieds à la tête. L'envin remplace les bas nylon par des bas de laine d'un style très montagnard. Bas et culottes feront d'ailleurs bon ménage. Cardin, de son côté, préconise les bottes. Cuissardes montant haut sous la jupe ou bottes de drap écossais qui rajeunissent la silhouette. Un petit chapeau de curé complétera de sa note irrespectueuse cette tenue estudiantine. M fait de la botte un accessoire luxueux. Il traite la fourrure par-dessus la jambe. Nouées négligemment sous le menton, ces pointes de fourrure protégeront les élégantes contre la bise et la neige. Cette mode, si excentrique soit-elle, ne restera pas l'apanage de la haute couture. Chaussettes et bottes courront les rues dès les premiers frimas, en même temps que les casques dignes de Valentina la cosmonaute. Et il ne faudra pas s'étonner si l'on voit quelques jeunes personnes se promener dans cette tenue originale qui tient à la fois du motard, du facteur et de l'égoutier.
un été qui fut un été pourri, un certain confort vestimentaire n'a pas manqué d'être apprécié par les chanteurs de l'équipe néerlandaise au moment d'affronter les embruns de la mer du Nord pour rallier la station belge de Knoklesoet. Venus de Hollande, de France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne et de Belgique, les chanteurs européens avaient rendez-vous dans la station belge pour y disputer la 5e Coupe d'Europe du Tour de Chant. Une coupe que devait enlever la Française Jacqueline Dano, surnommée la tragédienne de la chanson. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Plus rien. À Marne-la-Coquette, Maurice Chevalier recevait ses nombreux amis pour fêter à la fois la Saint-Maurice, ses 75 ans et sa prochaine rentrée parisienne. Il est bien vrai que celui qui créa voici quelques lustres Ménilmontant, Valentine ou Prosper est apparu plus jeune que jamais à tous ceux qui étaient venus le féliciter. D'Henri Varna à Paul Derval, de Jean Rigaud à Henri Tizot. Aussi n'est-ce pas seulement le passé qu'on a évoqué à la louque. Et tandis que Maurice Chevalier soufflait les 75 bougies de son gâteau d'anniversaire, on ne songeait qu'à l'avenir. Au musical aussi, les croulants se portent bien. Est-ce à l'ombre de Notre-Dame de Fourvière que se dérouleront les Jeux Olympiques de 1968 ? Lyon, qui vient de célébrer son millénaire et où l'on peut encore goûter le charme de vieilles rues d'un autre âge, ambitionne d'être dans 5 ans ville olympique. Le gouvernement a retenu sa candidature. Pourquoi Lyon ? C'est que cette ville en pleine expansion sur tous les plans a des titres particuliers à faire valoir. Tout d'abord son axe routier nord-sud qui permet de traverser la ville en un temps record et qui offre une capacité de circulation qu'à peu près toutes les villes de France peuvent lui envier. Et puis surtout, Lyon possède déjà des installations sportives de classe olympique. Le long du Rhône, on achève un ensemble nautique qui contiendra 4 bassins. Par ailleurs, la cité de la Soie, dont le nombre des piscines est passé depuis 1958 de 2 à 5, possède déjà une piscine olympique. Mais le plus beau fleuron à la couronne sportive de Lyon, c'est le Palais des Sports qui a déjà cette année abrité nombre de rencontres internationales. Moderne, vaste, on serait tenté de dire luxueux, il peut contenir 15 000 spectateurs. Il n'est pas jusqu'au théâtre antique qui ne puisse avoir sa place dans le déroulement des Jeux et qui est destiné à servir de cadre aux disciplines gréco-romaines. Voilà pourquoi la candidature de Lyon peut être retenue pour le grand rassemblement olympique de 1968. À 1 an des Jeux Olympiques de Tokyo, l'athlétisme français progresse à pas de géant. Les athlètes russes en savent quelque chose désormais. Le 100 mètres du match France-Russie, une merveilleuse promenade du français Piquemal. 10 secondes, 3 dixièmes, une sérieuse chance olympique pour Piquemal qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Le 200 mètres, c'est la répétition exacte du 100 mètres. Piquemal, toujours lui, s'envole vers une nouvelle victoire, mais cette fois, Jocelyn Delecourt devance le soviétique Otsolin pour la 2e place. D'ailleurs, presque toutes les courses sont favorables aux Français. En revanche, dans les concours, les colosses russes ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Kuznetsov donne l'exemple en remportant le javelot. Le 1500 mètres, on l'attendait avec impatience à cause de Michel Jazy. Sa cheville allait-elle tenir? Jazy rapidement rassure tout le monde. Mais le soviétique Karolov tient absolument à jouer les 3e larrons, et cela par tous les moyens, il joue des coudes dans le virage. On craint un moment que Vadou et même Jazy soient décrochés. Eh bien non, les 2 Français se dégagent. Et cela, c'est l'illustration de la volonté de vaincre de tous les athlètes au cours de cette rencontre, la plus belle à laquelle aient assisté les Parisiens depuis de nombreuses années. Ce match, personne ne l'oubliera, pas plus que l'exhibition de Valérie Brunel, le Spoutnik, comme on l'appelle à Moscou. Il franchit 2,17 m comme s'il était à l'entraînement.
Bernard et Turin ont pratiqué la guerre d'usure à 2 reprises différentes sur le 5000 et sur le 10 000 mètres. Turin était le plus fort, il a gagné les 2 courses. Bernard n'a pas à rougir, Turin sera peut-être champion olympique à Tokyo sur l'une de ces 2 distances. Enfin, victoire française dans les relais, le 4x400 qui lui donne le match nul in extremis et le 4x100 que nous voyons ici. Départ éclair de Lambro qui prend l'avantage, mais qui gâche tout en passant le témoin à Genevet. Le Russe Terovanessian, l'homme à tout faire de l'équipe, qui ajoute une belle pointe de vitesse à son record du monde du saut à longueur, reprend le chemin perdu, mais il y a Piquemat. Et avec lui, la balance penche définitivement du côté français. Delecourt parachève avec vélocité une victoire dont personne ne doutait. Finalement, match nul, 106 à 106 entre 2 grandes équipes d'athlétisme qui fraternisent après une rencontre qui a enthousiasmé tous les spectateurs de Colombes.